Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 2 décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez pris votre petit chocolat ce matin dans votre petit calendrier de l'Avent? Ah, petit gourmand. Allez, on a pas mal d'actu pour aujourd'hui. Oh, quoique, pas tant que ça, mais je sens que je vais pas mal blablater sur certains trucs. Donc on ne perd pas de temps et on commence par Ripple qui dépasse les 2 dollars, qui dépasse les 100 milliards de market cap, qui dépasse la market cap de l'USDT. Le token Ripple est clairement en train de flamber, c'est même assez fou de voir ça je trouve. Alors il n'y a pas encore si longtemps, en 2018, on avait quand même un token Ripple qui valait un peu plus de 3 dollars, qui était valorisé, il avait à peu près la même market cap, il était dans les 130 milliards de dollars, je dis pas ça de tête, hein, j'ai juste été revoir le classement crypto de l'époque, mais du coup on avait un Ripple qui était dans les mêmes eaux en termes de market cap, sauf que Bitcoin, il valait pas autant qu'aujourd'hui, Bitcoin il valait entre 250 et 300 milliards de market cap, donc ça veut dire que il y a encore quelques années, on avait un Ripple qui était valorisé à 50% de Bitcoin et qui était au-dessus d'Ethereum surtout. Là pour l'instant on peut le voir quand même que Bitcoin et Ether ils ont fait un sacré bout de chemin alors que Ripple il est à peine revenu au niveau de 2018. Donc certes ça a l'air d'être impressionnant l'ascension de Ripple depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois et c'est évidemment accéléré par ce qui se passe au niveau de la SEC et compagnie. Ripple ils sont en procès depuis des années et là il y a des chances que ça se termine enfin et pour moi c'est juste spéculer autour de ce procès. Je pense que quand on aura le vrai dernier mot de ce procès et que ce sera enfin fini, eh bien ce sera aussi fini pour la spéculation autour de Ripple. Voilà, je pense qu'on est dans un buzz de rumeurs et qu'il y aura un gros sell the news sur Ripple. Je vous dis pas d'aller prendre du levier, de shorter un max Ripple quand ça passera, si ça se trouve je me plante complètement et c'est que le début de quelque chose, ça m'étonnerait, c'est pas les convictions que j'ai, mais je vais pas prendre de pari dans quelle direction que ce soit. Je regarde juste le truc et c'est quand même assez fou de voir Ripple remonter aussi haut, mais c'est pas nouveau pour autant. Tiens, un autre truc qui est de retour, c'est les NFT, puisqu'on a le marché des NFT qui revient à 8 milliards de market cap, le volume augmente au niveau des NFT. Après, est-ce qu'on va avoir un retour à la 2021? Ça m'étonnerait, je pense qu'on est juste sur un petit retour, une petite bulle autour des NFT, mais que ça va pas être du niveau de ce qu'on a eu en 2021, voilà, avec des NFT qui se vendaient tous les jours à plusieurs millions de dollars. Pas tous les NFT, bien évidemment, je fais pas de généralisation, mais vous avez compris l'idée, il y avait certaines collections qui étaient très prisées à ce moment-là. Quoique, sur 2024, on a quand même eu l'apparition des Ordinals, donc il pourrait peut-être se passer encore des trucs sympathiques de ce côté-là, vu que c'est plutôt récent. Tant qu'on est dans les retours, on a aussi Shiba qui a atteint le top 10, je sais pas s'il y est encore actuellement, parce qu'il est très serré avec les alts qui sont juste en dessous sur le screenshot. Vous voyez qu'on a le Shiba top 10 à 18 milliards, on a le Avax et le Tron aussi autour de 18 milliards, un tout petit peu en dessous de Shiba. Donc petite remontée sur ce même coin de 2021, ça suit un petit peu tous les coins qui dataient de 2021 ou des cycles d'avant qui sont revenus un petit peu aux honneurs. Avax qui a sur le screenshot, Tron aussi il avait bien performé, Bitcoin Cash, Litecoin et compagnie, Cardano, voilà ils sont tous revenus, ils ont tous repumpé ces derniers temps. Donc maintenant c'est même autour des mêmes coins de 2021. Et un dernier truc autour de spéculation, ou en tout cas je crois que c'est un des derniers, on a aussi eu un nouvel ATH, ou en tout cas on était très proche d'un nouvel ATH sur la DeFi au global. Voilà l'argent déposé sur des protocoles de DeFi. Petit astérisque, mine de rien, je prends en compte le liquid staking quand je vais voir les données du côté de DeFi Llama. Pour moi, c'est pas quelque chose à négliger. Au précédent cycle, le liquid staking, ça s'était pas autant démocratisé, il n'y avait pas autant de protocoles, c'était encore quelque chose de nouveau. Et malgré qu'il y ait beaucoup de protocoles de liquid staking, malgré qu'il y ait Eigenlayer et compagnie, qu'il y ait pas mal de ces tokens qui soient redéposés sur d'autres protocoles, et mine de rien, la majorité des tokens de liquid staking, ils sont holdés dans des portefeuilles. Pour la simple et bonne raison que Lido c'est l'acteur incontournable, l'acteur mastodonte du domaine, et la majeure partie des STETH ne sont pas redéposés sur d'autres protocoles, ils sont détenus dans des portefeuilles, donc ils ne sont pas comptés 2 fois sur la DeFi. C'est là où je voulais en venir. Oui, avec le liquid staking, quand on le prend en compte, va forcément y avoir des cryptos qui vont être comptés 2 fois sur 2 protocoles, donc sur Lido, et si vous allez redéposer des STETH sur AAV ou autre, ça va être compté 2 fois. Mais ça reste pas la majeure partie
partie des tokens de liquid staking, donc ça va. Par contre, c'est clair que si on retire le liquid staking, il y a encore un peu de marge. Il me semble qu'il manque encore 30 milliards de dollars avant de faire un nouvel ATH sur la DeFi, mais petit à petit, on est en passe de refaire de nouveaux ATH sur la DeFi. Voilà, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des choses sympathiques à faire avec la DeFi, et c'était pas juste le truc de 2021. On en parle encore beaucoup aujourd'hui, et on va pas tarder à en parler un petit peu de DeFi via les airdrops notamment, mais juste avant, j'avais une petite news autour des ETF Ethereum Spot, puisque ils ont réalisé une meilleure journée que les ETF Bitcoin Spot. C'est la première fois que ça arrive. Voilà, il n'y a jamais eu plus d'entrées sur les ETF autour d'Ethereum que sur les ETF autour de Bitcoin en une journée. Si on continue d'avoir des entrées des institutionnels sur les ETF Ethereum Spot, ou en tout cas plus d'entrées sur ces ETF là que sur ceux autour de Bitcoin, bah, ça veut dire qu'il y a quand même une petite rotation. On revient dans quelque chose de plus traditionnel, que tout le monde partage sur les réseaux sociaux, mais on revient dans le cycle Bitcoin, Ethereum, les altcoins, les mêmes coins, et ensuite c'est la fin, on baisse le rideau, ciao tout le monde, on se revoit au prochain bull run, bon courage pour les 2 années de bear market. Alors on n'a pas encore 15 000 ETF sur des altcoins, sur des mêmes coins ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on ferait pas la cyclicité classique qu'on a sur le marché crypto? Voilà, Bitcoin qui s'apprécie bien, ensuite Ethereum sur les ETF, on verra bien. Après, il y a quand même eu beaucoup d'entrées autour de Bitcoin depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois, donc c'est pas étonnant que la pression redescende un petit peu. Et en parlant de pression, je sais pas si c'est la bonne transition, mais c'est pas grave, il y a eu l'airdrop d'Hyperliquid, voilà, tout le monde en a parlé, c'était le gros sujet du moment, et bah pour de bonnes raisons. Mine de rien, l'airdrop d'Hyperliquid était plutôt juste, il était plutôt impressionnant aussi, quand même plus de 30% des tokens qui ont été airdroppés, un projet qui a été valorisé à 2-3 milliards de dollars, donc c'était une énorme surprise cet airdrop d'Hyperliquid, mais je tiens à le préciser, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est quelque chose justement de très inhabituel l'airdrop d'Hyperliquid. Ça arrive visiblement de temps en temps qu'on ait de très belles surprises comme ça, et il y a pas mal de gens qui ont partagé des screenshots où ils ont gagné plein de sous-sous. Je remets pas ces screenshots en doute, je pense qu'il y en a pas mal qui sont véridiques. Par contre, il y a un truc qui est souvent omis, c'est que, Hyperliquid, c'était pas un airdrop si passif que ça. Alors, c'est plus compliqué, oui, il y a ceux qui ont fait de l'apport de liquidité au tout début, qui ont pu générer pas mal de points. Avant ça, je reviens sur un point important, c'est que pour la majeure partie des gens qui ont farmé en tout cas Hyperliquid, c'était un investissement de temps et aussi un investissement d'argent, puisque la façon principale, on va dire, de farmer l'airdrop d'Hyperliquid, ou en tout cas celle qui était la plus populaire, on va dire, c'était de trouver des stratégies pour faire du volume à moindre coût afin d'accumuler le plus de points possible. Donc ça demandait du temps de chercher des stratégies, de les mettre en place, etc. Ça demandait de l'argent. J'ai vu des témoignages de gens qui ont fait des trades sur Hyperliquid et qui se sont fait liquider. Pas sûr que ça a été rentable pour 100% des gens, mine de rien. Mais oui, ceux qui ont fait des stratégies vraiment juste pour faire du volume, qui ont claqué des frais le plus possible sans chercher à faire du trading, c'est possible que pour certains l'airdrop était particulièrement rentable, mais il faut pas omettre que certains ont peut-être perdu des sous sur cet airdrop, que ça a demandé pas mal de temps, pas mal d'argent pour certains, donc c'est pas quelque chose qui est tombé si facilement que ça, sans effort en tout cas. Voilà, je pense que c'était important de le rappeler. Il y a évidemment le gars qui avait mis un tout petit peu de liquidité au début, il avait mis 300 $ dans le vault quand il y avait personne, quand le protocole avait à peine 1 million de TVL. Certes, il a eu de la chance, il a accumulé pas mal de points, mais un lambda qui avait découvert Hyperliquid il y a quelques mois, il a pas accumulé des milliers de points, vous voyez. En tout cas, cet airdrop Hyperliquid, c'est un bon rappel pour vous dire de ne pas avoir des attentes démesurées. On a pas mal de posts sur les réseaux sociaux qui sont passés pour dire ça va être le prochain Hyperliquid, tel projet c'est le prochain, c'est sûr, ça va être aussi bien qu'Hyperliquid. Oh, vous avez raté Hyperliquid, c'est pas grave, on va farmer tel machin, allez regardez ma liste de trucs à farmer. Il y a peut-être des bons trucs à farmer, il y a peut-être des trucs intéressants, mais il faut pas augmenter ses attentes. Je pense que c'est une très mauvaise idée et il y a juste plus de chances pour que vous investissiez trop sur un projet qui ne le mérite pas, ou alors pour que vous soyez déçus, alors qu'au final vous aurez peut-être de bons airdrops sur d'autres projets, mais voilà, vous allez vous dire « Ah, c'est pas comme Hyperliquid, j'ai pas eu 100 000 $ comme un tel ou un tel ». Enfin bref, Hyperliquid, ça reste quand même un airdrop qui était plutôt organique, il n'y avait pas de VC derrière, c'était vraiment la communauté en priorité, et pour moi, Hyperliquid, c'est pas que sur ce point qu'ils ont été forts, c'est surtout au niveau de leurs produits, tout bêtement. Hyperliquid, c'était pas un énième protocole de perpétuel, c'est un protocole qui a un peu redéfini sa catégorie sur la DeFi. L'expérience utilisateur qu'on a sur Hyperliquid,
c'est probablement une des meilleures expériences, voire la meilleure expérience utilisateur qu'on a sur un protocole de trading. Je suis pas un gros expert du domaine, mais peu importe les outils que je teste, je finis toujours par revenir sur Hyperliquid quand j'ai des stratégies en delta neutre à faire, parce que il y a des liquidités, l'interface est clean, vraiment tout fonctionne bien sur Hyperliquid, je vois pas pourquoi je m'emmerderais ailleurs à vrai dire, et c'est ça qui est important, c'est pas spécialement parce qu'il n'y a pas de VC derrière ou quoi que ce soit. Là vous allez avoir des gens qui vont vous dire Hyperliquid ils avaient pas de VC, donc tel projet ils en ont pas derrière, il n'y a pas d'investisseurs donc ça va bien marcher. Non, c'est pas sur ce point, c'est vraiment sur l'originalité. Alors pareil, c'est pas un point à prendre tout seul. Vous pouvez avoir un protocole qui est très original, mais qui va jamais trouver sa cible, qui va jamais trouver son utilité. Donc c'est très compliqué de trouver de potentiel autre Hyperliquid, des projets avec autant de potentiel. À mon avis, il vaut mieux clairement pas chercher ce genre de protocole. Il va y avoir d'autres bonnes surprises, j'en suis persuadé. L'airdrop d'Hyperliquid, ça reste un événement très rare. Ouais, je sais, j'insiste un petit peu sur ça, mais quand même que ça rentre bien dans votre petite caboche. Pour certains. Et oui, au début, je disais aussi que ceux qui étaient early, ils ont peut-être farmé plus de points, mais ça, c'est un point un peu plus compliqué, c'est que certes, on peut s'intéresser à un projet early, un projet au tout début de son existence. Le problème, c'est que c'est forcément plus risqué. En fait, il faut suivre un protocole, il faut voir comment il évolue. Et si on arrive à identifier un projet qui a une croissance plutôt élégante, qu'on sent pas que c'est farmé uniquement pour un airdrop ou quoi que ce soit, qu'ils insistent pas sur des aspects marketing. J'ai un bon exemple, c'est le protocole Zero Land. C'est une copie d'AAV, sauf qu'il surfe un peu la narrative autour du liquid restaking et compagnie, on peut aller farmer plein de points sur le protocole, mais ils apportent rien de nouveau. Voilà, farmer des points sur un fork d'AAV, on s'en fout un petit peu. C'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je connais un protocole de lending qui n'a rien à voir avec AAV, ça s'appelle Dolomite. Je dis pas que Dolomite c'est le prochain Hyperliquid, mais c'est pour vous donner une idée de ce que j'entends par originalité d'un protocole. Hyperliquid, c'est un protocole de perpétuel, à ce niveau-là c'est pas original, il y en a plein d'autres, mais ils avaient leur propre interface, leur propre fonctionnement, leur vault et compagnie, il y avait vraiment quelque chose d'unique sur Hyperliquid. Dolomite c'est un peu la même idée, on peut faire du prêt et de l'emprunt, classique, comme sur AAV, sauf qu'on a aussi des aspects de stratégie, bon, il y a des trucs turbodégènes, je dis pas qu'il faut absolument s'intéresser à Dolomite, mais vous avez l'idée, c'est pas un AAV avec des points, certes ils ont un système à points, ils appellent ça les minéraux, donc pour moi Dolomite a une réelle plus-value par rapport à un protocole qui va juste se contenter de copier AAV et de vous distribuer des points. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire du côté d'Hyperliquid. Faites attention à ne pas avoir trop d'attentes sur les prochains airdrops que vous comptez farmer. Allez, sur toutes ces bonnes paroles, on enchaîne malheureusement avec les mauvaises nouvelles du jour. On a eu un hack du côté de ClipperDex. J'ai vu aucun de mes comptes d'alerte le partager, j'ai vu directement le post de Clipper. A priori, ils se sont fait dérober des sous sur leur pool de liquidité sur Optimism et Base, 450 000 $. C'est pas un énorme hack, même pour le protocole, c'est 6% de la TVL. Pour l'instant, on n'a évidemment pas d'informations si le hacker va rendre les fonds, s'il compte le faire ou s'il compte blanchir les fonds. Et évidemment, Clipper a mis en pause le protocole. Voilà, si vous voulez swapper, si vous voulez déposer, c'est pas possible pour le moment. Par contre, vous pouvez retirer des liquidités si vous en avez sur le protocole. Autre mauvaise nouvelle, c'est le compte Twitter de Brett, probablement le plus gros memecoin sur Base. J'ai un doute si c'est lui parce que bon, je m'y intéresse pas tant que ça au memecoin sur Base, mais bon, peu importe, c'est un gros memecoin sur cet écosystème. Donc le compte Twitter a été compromis, il y a eu des posts autour de faux airdrops, c'était évidemment des liens vers des sites frauduleux, donc soyez prudents. Allez, on enchaîne avec le reste de l'actualité. Niveau des levées de fonds, j'ai pas vu grand chose d'intéressant, donc on passe le sujet, on verra ça dans le prochain DeFi Actu. Pareil pour la minute DeFi, j'ai pas vu tant de news que ça. Après, là, je passe essentiellement les news du week-end, et en général, c'est plus calme le week-end. Et là, on enchaîne avec l'airdrop de Movement. Il y avait une sorte de formulaire sur lequel on pouvait s'enregistrer, fallait connecter un portefeuille EVM ou Aptos. Je dis ma phrase au passé parce que je pense que la majeure partie des gens vont regarder la vidéo après la fin de cet enregistrement. Vous avez jusque 15h le 2 décembre 2024 pour vous enregistrer. Et a priori, c'est super buggé. Pour ma part, j'ai pas eu de soucis, j'ai pu m'enregistrer du premier coup sans problème. J'utilise le wallet Petra sur Aptos, c'est peut-être de là que peut venir le problème.
problème. Si vous utilisez un autre wallet, essayez de l'importer sur Petra, typiquement ça marche bien là-bas. Sur le côté EVM, j'utilise Rabi, voilà, je pense pas qu'on puisse faire mieux de toute façon du côté EVM. Du coup, désolé pour ceux qui n'ont pas réussi à s'enregistrer dessus, je l'avais partagé dans un récent DeFi Actu, j'avais fait un post aussi sur Twitter, j'ai pas eu de soucis de mon côté, donc je sais pas trop quoi vous dire, à part essayer sur un autre navigateur, essayer avec un autre portefeuille. Allez, on termine cette vidéo avec le mème du jour, c'est un mème que j'ai vu passer et qui avait pas mal de déclinaisons. En gros, le principe, c'était de montrer une image et de dire qu'on faisait telle chose en 2010 au lieu d'acheter du Bitcoin à 5 centimes. Et bien là, on a la génération Z, la génération TikTok comme je l'appelle, qui était dans le ventre de leur daronne au lieu d'acheter du Bitcoin à 5 centimes. Voilà, c'est des gros losers, on peut se le dire, ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!